Le 13 octobre 2025, deux chiffres ont tout bousculé. 200 km² d'eau retenue, 400 mégawatts de puissance annoncée. Pourtant, derrière ces nombres spectaculaires, se cache un pari beaucoup plus risqué, où un petit État enclavé joue son avenir énergétique sur un seul barrage expérimental. Pendant que les marchés scrutent les courbes et que les diplomates font leurs calculs, une question s'impose. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il vraiment transformer le Burkina Faso avec ce projet? À l'horizon, une nouvelle promesse de lumière, mais aussi une vaste zone d'ombre. L'annonce du 13 octobre n'était pas seulement un signal politique. Elle portait une promesse implicite, capable de reconfigurer les priorités d'un pays longtemps limité par la rareté énergétique. En dévoilant un barrage conçu pour alimenter des millions de foyers, le Burkina Faso a placé sur la table une possibilité rare. Faire basculer une nation entière d'un mode de survie énergétique à un horizon de stabilité durable. Le bénéfice central, disposer enfin d'une source de puissance régulière et extensible, repose toutefois sur une équation plus fragile qu'il n'y paraît. Car un tel projet rassemble non seulement des contraintes techniques et écologiques, mais aussi des attentes sociales élevées, créant un champ de tension où chaque retard, chaque dépassement de coût, chaque perturbation environnementale peut modifier l'équilibre. Et c'est précisément là que se situe l'enjeu. Comprendre comment une infrastructure pensée pour durer des décennies peut résister à la pression combinée de l'opinion, du climat et d'un environnement géopolitique où chaque partenaire protège ses intérêts. À ce stade, tout succès ou échec aura des conséquences qui dépasseront largement la seule production d'électricité. La surprise la plus marquante est venue dès les premières analyses techniques. Les projections internes indiquaient qu'un réservoir de 200 km² pourrait à lui seul remodeler les flux hydriques d'une vaste zone frontalière. Et ce chiffre, longtemps perçu comme théorique, a révélé une réalité plus profonde. Le projet n'était pas seulement un barrage, mais un instrument capable de modifier durablement les équilibres agricoles, énergétiques et sociaux du Burkina Faso. À partir de ce moment, les regards se sont tournés vers la manière dont cette infrastructure, annoncée avec ambition, allait s'inscrire dans la trajectoire du pays et dans la vision avancée par Ibrahim Traoré. Le contexte qui a précédé l'annonce éclaire d'ailleurs l'ampleur du virage en cours. Pendant des décennies, la dépendance aux importations d'énergie, les délestages répétés et l'absence d'un socle industriel stable ont limité l'expansion économique. Les communautés rurales vivaient avec une électricité intermittente. Les centres urbains manquaient d'infrastructures fiables. Et les plans de modernisation restaient contraints par des coûts énergétiques élevés. L'idée d'un barrage d'envergure existait, mais n'avait jamais dépassé le stade d'études préliminaires, freinée par des contraintes budgétaires et l'absence d'un partenaire technique capable de supporter la complexité du chantier. L'accord avec les ingénieurs russes a modifié cette équation en apportant expertise, machines lourdes et process de construction adaptés aux crues saisonnières. En parallèle, les autorités burkinabées ont accéléré les procédures, études géologiques, recensement des zones de réinstallation, planification des réseaux de distribution, intégration solaire future. Chaque étape était pensée pour réduire les points de friction et montrer que, cette fois, la vision pouvait être transformée en réalisation concrète. Mais derrière cette organisation méthodique se dessine aussi un changement de paradigme, en misant sur un projet unique pour répondre à des besoins multiples: énergie, irrigation, formation, emploi, crédibilité diplomatique. Le Burkina Faso lie désormais son avenir immédiat à la réussite de cette infrastructure. C'est ce qui explique la tension internationale et l'impatience intérieure. Tous cherchent à savoir si cette première phase, encore récente, suffira à tenir la promesse initiale. Dès les premiers mois suivant l'annonce du projet, un acteur jusque-là discret a commencé à structurer la dynamique locale. L'équipe technique mixte chargée de relier les besoins des communautés aux impératifs d'ingénierie. Cette cellule, composée de jeunes ingénieurs burkinabés formés récemment,
et de spécialistes étrangers en hydraulique, a servi de passerelle entre le chantier et les villages réinstallés. Leur rôle ne se limitait pas à superviser les travaux. Ils devaient également identifier les impacts immédiats et prévenir les risques qui auraient parfois pu fragiliser l'adhésion au projet. Le premier microcas marquant est venu du village de Banora. Déplacé sur un site réaménagé, la communauté s'attendait à une rupture brutale avec son mode de vie. Pourtant, grâce à la mise en place rapide de systèmes de pompage provisoires et d'un micro-réseau électrique destiné aux services essentiels, les habitants ont constaté un accès plus stable à l'eau et à la lumière que dans leurs installations d'origine. Ce résultat, bien qu'encore limité, a renforcé l'idée que la transition pouvait être mieux maîtrisée qu'anticipée. Un second exemple a émergé autour de la formation technique. À Dédou, plusieurs dizaines de jeunes ont été intégrés à un programme accéléré dédié à la maintenance des turbines et au suivi environnemental. Ces apprentissages, jusqu'alors inaccessibles dans la région, ont permis d'observer une évolution subtile. Les familles voyaient désormais dans le barrage non seulement un risque écologique ou social, mais aussi une potentielle source d'ascension professionnelle. Ces impacts précoces, bien qu'inégaux, ont commencé à façonner une perception nouvelle du projet. Ils ont montré que le succès ne dépendait pas uniquement de la construction physique du barrage, mais aussi de la capacité à générer des bénéfices tangibles dès les premières étapes. Et c'est précisément ce glissement progressif des attentes locales qui déterminera la solidité du soutien futur. Avant l'annonce du 13 octobre 2025, le Burkina Faso vivait sous un régime énergétique instable. Après cette date, tout a basculé vers une trajectoire nouvelle. Le déclencheur est venu d'une simple phrase, prononcée lors d'une allocution officielle. La construction du plus vaste barrage hydroélectrique de l'histoire nationale. C'est ce moment qui a servi de point de départ à une séquence d'événements rapides, où décisions politiques, études techniques et attentes publiques se sont entrecroisées. Le premier mouvement a consisté à mobiliser les équipes géologiques afin de confirmer que la Vulta Noire pouvait accueillir une structure de cette envergure. Les équipes ont sondé le sol, cartographié les risques, classé les zones d'érosion et évalué les failles. Les résultats positifs ont servi d'accélérateur. Les autorités ont validé les plans initiaux et lancé les négociations finales avec les partenaires russes. Ces accords ont consolidé l'engagement financier et technique nécessaire pour soutenir chaque phase du projet. La montée en tension, le climax, est survenue lorsque les premiers travaux ont commencé. Les bulldozers ont nivelé les berges. Les équipes ont installé les premières fondations. Les camions de matériaux ont envahi les routes périphériques. Les populations ont observé un balai incessant de machines lourdes, signe concret que le projet n'était plus une promesse abstraite. C'est également durant cette phase que les inquiétudes ont émergé. Risque de déplacement, crainte des inondations, perturbation des activités agricoles. Les autorités ont réagi en ouvrant des sessions d'information, en publiant des cartes prévisionnelles et en réunissant les chefs communautaires pour apaiser les tensions. Une autre poussée dramatique est venue avec l'intégration prévue de la composante solaire. Les ingénieurs ont présenté un module capable d'augmenter la puissance totale à 550 MW au fil du temps. Cette extension a consolidé la perception d'un projet hybride, capable de combiner 2 sources renouvelables et de réduire la dépendance énergétique du pays. Cela a aussi renforcé l'image d'Ibrahim Traoré comme un dirigeant misant sur une stratégie multipolaire pour renforcer la souveraineté. Les semaines qui ont suivi ont révélé le premier aftershock. Les zones agricoles voisines ont subi des perturbations liées à la redirection temporaire des eaux. Plusieurs champs ont vu leur cycle modifié. Des ajustements rapides ont été nécessaires. Système d'irrigation provisoire, distribution d'outils agricoles, compensation pour pertes saisonnières. Les ministères concernés ont déployé des équipes spécialisées afin de limiter l'impact immédiat et de préserver la confiance publique. Le second aftershock est apparu dans la sphère diplomatique. Le partenariat russo-burkinabé a attiré l'attention de plusieurs capitales étrangères. Les observateurs ont questionné les implications géopolitiques.
Certains médias ont relayé des craintes liées à une influence étrangère accrue. Le gouvernement a répondu en réaffirmant la transparence du processus et la volonté de préserver un équilibre entre coopération internationale et autonomie décisionnelle. En parallèle, la population voyait se dessiner une évolution plus concrète. Les premières infrastructures électriques, les programmes de formation, les postes d'emploi émergents. Pour beaucoup, ces changements constituaient la première preuve tangible que le projet avançait réellement. Le pays, longtemps freiné par le manque d'énergie, percevait enfin une dynamique différente. À mesure que les turbines prenaient forme et que les réseaux se traçaient sur les cartes, une nouvelle confiance collective commençait à se construire. Au départ, la capacité énergétique disponible ne dépassait guère quelques dizaines de mégawatts. Mais les projections révisées indiquent désormais un potentiel de 400 mégawatts, 9 fois les turbines principales opérationnelles. Ce premier chiffre, central dans toutes les discussions, rappelle l'ampleur du saut prévu. Il représente un multiple des capacités historiques du pays et signale une rupture nette avec les générations de sous-alimentation électrique. Pour les ingénieurs, cette augmentation sert de référence technique et marque le point à partir duquel les scénarios de distribution, d'exportation et d'extension deviennent réellement modélisables. Un deuxième indicateur éclaire le changement attendu du côté social. Environ 2,5 millions de personnes devraient bénéficier d'un accès direct ou indirect à l'électricité produite par le barrage. Cette estimation inclut les villages isolés, les zones urbaines en expansion et les districts en cours de réaménagement. Chaque segment de population représente une contrainte logistique distincte, mais tous convergent vers un même besoin, une source d'énergie stable, capable de réduire les coupures, d'améliorer les services et de soutenir la croissance locale. Ce chiffre social sert donc de boussole politique pour anticiper les infrastructures complémentaires nécessaires. Le troisième élément quantitatif concerne l'intégration progressive de l'énergie solaire, destinée à porter la capacité combinée à 500-150 MW à moyen terme. Cette extension témoigne d'un choix stratégique visant à sécuriser la production et à diversifier les sources pour limiter les risques de dépendance à un seul système hydraulique. Pour les planificateurs, cette montée en puissance future impose de calibrer les réseaux, d'ajuster le stockage et de coordonner la maintenance pour éviter les disparités de charge. L'objectif est clair, constituer une plateforme énergétique hybride capable de répondre à des pics de consommation et de soutenir les usages industriels comme domestiques. Ces trois valeurs, 400 MW, mais 2,5 millions d'utilisateurs, 550 000, n'ont pas été avancées pour impressionner, mais pour structurer la logique interne du projet. Elles fonctionnent comme des repères permettant d'identifier les zones sensibles, de mesurer les écarts prévisionnels et de guider les choix budgétaires. Les autorités doivent désormais concilier ces projections avec la réalité du terrain, où chaque imprévu peut altérer la planification. Une saison de pluie plus intense, un retard dans la livraison des turbines, une variation des coûts d'importation des matériaux. Autant de facteurs susceptibles de modifier l'équilibre entre promesses et réalisation. Dans ce cadre exigeant, le rôle d'Ibrahim Traoré consiste à arbitrer entre les impératifs techniques et les attentes nationales. Sa communication insiste régulièrement sur la nécessité de maintenir une gouvernance transparente afin de prévenir les malentendus et de préserver la confiance publique. Les observateurs étrangers suivent également de près ces arbitrages, car les retombées régionales dépendent de la stabilité du programme et de sa capacité à respecter le calendrier annoncé. La dimension environnementale ajoute une couche supplémentaire de complexité. L'inondation des zones prévues, les variations hydrologiques et l'impact sur les écosystèmes riverains doivent être surveillés en continu. Les équipes spécialisées procèdent à des relevés réguliers pour anticiper les risques d'érosion, les déplacements d'espèces et les fluctuations de sédiments. Les données collectées sur plusieurs mois alimentent un modèle adaptatif pensé pour ajuster les seuils et réduire les effets indésirables. Mais malgré les défis techniques, sociaux et environnementaux, les indicateurs montrent une dynamique ascendante, renforcée par les travaux déjà réalisés et par l'implication croissante des communautés locales.
L'enjeu désormais est de transformer ces données positives en garanties durables, capables de soutenir la confiance publique et de consolider le rôle du Burkina Faso dans un environnement régional en mutation. Deux positions majeures se sont formées dès que les détails du barrage ont été rendus publics. La première, largement relayée par les médias africains et une partie de la société civile, défend l'idée que le projet représente une opportunité historique pour le Burkina Faso. Selon cette perspective, l'accès à une électricité plus stable permettra d'améliorer l'éducation, la santé et la productivité agricole. Les soutiens du barrage soulignent également que l'intégration énergétique régionale pourrait bénéficier à long terme aux pays voisins, renforçant ainsi les réseaux ouest-africains et créant des espaces de coopération inédits. La seconde position met en avant les risques. Les critiques rappellent que des projets de cette échelle ont souvent été confrontés à des dépassements de coûts, des retards et des impacts écologiques sous-estimés. Ils évoquent l'inondation de 200 km² et les effets possibles sur les écosystèmes, les déplacements de population, ainsi que la dépendance créée par un partenariat technique centralisé. Certains observateurs craignent également des déséquilibres géopolitiques, notamment en ce qui concerne la relation avec la Russie, perçue comme dominant certains segments du chantier et pouvant influencer des décisions stratégiques. La réponse issue des faits contenus dans les analyses initiales montre toutefois un tableau plus nuancé. Les études géologiques menées avant la construction ont confirmé la stabilité structurelle du site, limitant les risques d'effondrement ou de glissement majeur. Les plans de réinstallation comportent des mesures de compensation et de soutien communautaire, avec des programmes de formation professionnelle favorisant l'intégration des populations affectées dans de nouveaux secteurs. Du côté environnemental, des dispositifs de surveillance continus ont été mis en place pour ajuster les flux d'eau et préserver la biodiversité locale. Enfin, l'extension solaire prévue stabilise davantage le modèle énergétique, réduisant la pression sur le seul système hydraulique. Cette réponse ne nie pas les préoccupations, mais elle montre qu'elles ont été intégrées dans la conception même du projet. Le débat reste ouvert, mais les premières données indiquent une approche structurée, cherchant à concilier ambition et contrôle des risques. Le tournant est net. Au milieu de la progression du chantier, un élément autrefois secondaire a soudain pris une importance décisive. La manière dont le barrage, bien avant d'être achevé, modifiait déjà la dynamique régionale. Les premières estimations d'énergie disponible ont montré que certaines zones rurales connectées au réseau provisoire bénéficiaient d'une stabilité électrique inédite, permettant aux écoles et aux cliniques de fonctionner au-delà des horaires habituels. Cette amélioration précoce, bien qu'encore partielle, a renforcé la perception que le projet dépassait le cadre strict de l'infrastructure hydraulique pour devenir un levier de transformation sociale. En parallèle, l'intégration progressive des jeunes formés aux techniques de maintenance a révélé un autre effet inattendu: l'apparition d'un vivier de compétences locales capable de soutenir l'exploitation future. Ce changement structurel marque une rupture avec la dépendance technique extérieure observée dans les décennies passées. Il montre que la vision portée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à produire de l'énergie, mais vise à consolider une autonomie opérationnelle à long terme. Ce point médian constitue ainsi non pas une pause, mais un déplacement d'équilibre, un moment où les bénéfices immatériels deviennent aussi visibles que les fondations physiques du barrage. Les premiers effets concrets du barrage se manifestent désormais dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une partie de l'impact qu'un tel projet peut avoir sur un pays longtemps limité par ses contraintes énergétiques. Sur le plan national, sur le plan intérieur, l'accès élargi à l'électricité commence à transformer les routines quotidiennes. Les écoles prolongent leurs horaires, les centres de santé utilisent des équipements auparavant inutilisables faute d'alimentation stable, et les petites entreprises bénéficient d'une réduction des interruptions de service. Cette amélioration progressive stimule un début de réorganisation économique. Les artisans étendent leur production, les commerçants diversifient leurs activités,
et les zones agricoles adoptent des pompes modernes qui augmentent les rendements. L'État y voit un levier pour renforcer la cohésion sociale, car la diminution des frustrations liées au délestage réduit les tensions dans les districts les plus vulnérables. Du point de vue économique, la fiabilité énergétique attire des investissements locaux et internationaux. Des entreprises spécialisées dans le traitement agro-industriel testent des implantations pilotes près des zones nouvellement électrifiées. Les banques observent une hausse des demandes de crédit destinées à la mécanisation ou à l'ouverture d'ateliers. En parallèle, les programmes de formation technique liés aux turbines et aux systèmes solaires créent des profils professionnels plus qualifiés, renforçant un marché du travail autrefois étroit. Pour plusieurs analystes, ces signaux laissent entrevoir une diversification économique capable de réduire la dépendance aux importations et d'encourager une montée en gamme des filières nationales. Sur le plan démographique et social, les populations réinstallées commencent à percevoir les avantages d'un accès plus stable aux infrastructures essentielles. Les villages déplacés ont été dotés de services provisoires, éclairage, pointes d'eau, centres communautaires, qui améliorent immédiatement la qualité de vie. Les Oceans intégrés dans les programmes de formation voient apparaître des perspectives d'emploi plus solides, créant une dynamique sociale ascendante. Cette évolution réduit le risque d'exode rural et contribue à stabiliser certaines zones sensibles. Les récits recueillis dans les nouvelles localités montrent un changement de perception. Le projet, initialement perçu comme une contrainte, devient progressivement un vecteur de progression collective. Au niveau régional et sur la scène internationale, sur la scène régionale, les retombées se font sentir. Le surplus énergétique annoncé attire l'attention des pays voisins, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui surveillent l'évolution du débit de la Vulta noire. Des discussions préliminaires émergent autour de futures coopérations, tandis que plusieurs gouvernements africains saluent la capacité du Burkina Faso à mener un chantier d'une telle envergure. Cette visibilité accrue rehausse la stature diplomatique du pays, consolidant la position d'Ibrahim Traoré comme acteur influent au sein des débats énergétiques ouest-africains. Pour certains observateurs, le projet fonctionne déjà comme un outil de projection géopolitique, sans nécessité d'achèvement complet. Ces 4 niveaux, national, économique, social et régional, dessinent un ensemble cohérent où les premiers bénéfices concrets s'additionnent pour produire un effet systémique. Le barrage n'est plus seulement un chantier, il devient une force structurante du développement. Dans les 12 prochains mois, l'évolution du barrage se jouera autour de 3 trajectoires possibles, chacune dépendant de variables techniques, hydrologiques et sociales déjà identifiées dans les phases précédentes. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à offrir une grille de lecture permettant d'anticiper les points de bascule susceptibles d'influencer la stabilité du projet. Dans le scénario de référence, la progression demeure maîtrisée. Dans cette configuration, les travaux avancent selon le calendrier prévu, avec des ajustements mineurs liés aux variations saisonnières. Les turbines principales entrent en service partiel, permettant une montée progressive vers les 400 MW annoncés. Les réseaux de distribution sont étendus dans plusieurs districts, améliorant l'alimentation des écoles et des centres de santé. Les communautés réinstallées stabilisent leur organisation, tandis que les programmes de formation produisent une main-d'œuvre apte à prendre part à la maintenance. Ce scénario repose sur une coordination continue entre ingénieurs, autorités et partenaires. Dans une perspective optimiste, la progression s'accélère et les retombées s'élargissent. Ici, les conditions hydrologiques restent favorables et les modules solaires sont intégrés plus tôt que prévu. La capacité combinée se rapproche rapidement du palier de 550 MW, offrant une marge de manœuvre énergétique pour soutenir les régions en expansion. Les rendements agricoles des zones irriguées augmentent nettement, attirant de nouveaux investisseurs agro-industriels. À l'échelle régionale, des discussions concrètes émergent autour d'accords d'échanges électriques. Ce scénario suppose que les flux financiers restent stables
et que les chaînes d'approvisionnement internationales ne subissent pas de perturbations majeures. Dans le scénario le plus défavorable, des tensions techniques et sociales apparaissent. Ce scénario reflète une combinaison de retard dans la livraison des équipements, d'érosion imprévue sur certaines berges et de tensions communautaires liées aux réinstallations. La capacité de production stagne en dessous du seuil espéré, ralentissant les bénéfices promis. Les coûts de maintenance augmentent, les parties prenantes étrangères renforcent leur contrôle technique et les critiques écologiques ressurgissent. Les autorités doivent alors gérer simultanément les attentes sociales et les impératifs de correction technique. Recommandations de posture. Analytique. Pour appréhender correctement les mois à venir, la meilleure approche consiste à adopter un cadre conditionnel. Analyser chaque avancée non comme une garantie, mais comme un indicateur partiel dans un environnement où les interactions entre climat, ingénierie et dynamique locale peuvent réorienter la trajectoire. Le projet, dans tous les cas, restera un système évolutif plutôt qu'un simple ouvrage statique. Pour beaucoup de Burkinabés, les transformations en cours ne se résument pas aux chiffres ou aux rapports techniques. Elles s'inscrivent dans la vie quotidienne, là où les changements sont perçus de manière la plus concrète. 3 groupes principaux, familles, jeunes travailleurs et communautés rurales, ressentent déjà les premiers effets du projet, chacun selon une perspective différente. Les familles. Dans de nombreuses maisons, l'accès plus stable à l'électricité a modifié les routines du soir. Les enfants peuvent étudier après le coucher du soleil, les réfrigérateurs fonctionnent sans interruption et les radios locales diffusent des programmes réguliers. Pour les parents, cette amélioration symbolise un pas vers une sécurité domestique longtemps jugée hors de portée. L'énergie, autrefois considérée comme une ressource imprévisible, devient progressivement un élément structurant de la vie familiale. Les jeunes et les travailleurs. Les programmes de formation créent de l'instant des opportunités inédites. Des jeunes, issus de zones rurales, voient s'ouvrir des domaines professionnels jusqu'alors inaccessibles. Maintenance hydraulique, installation solaire, suivi environnemental. Cette montée en compétences change non seulement leur trajectoire personnelle, mais aussi la perception collective de ce que peut offrir un grand projet national. Pour beaucoup, l'avenir n'est plus limité aux emplois saisonniers ou informels. Les communautés rurales. Les villages situés près des nouvelles zones de distribution constatent l'impact direct sur l'agriculture. Les systèmes d'irrigation temporaires, associés à des périodes de disponibilité électrique plus longues, soutiennent les cultures locales. Les récoltes deviennent plus régulières, les risques liés aux saisons instables diminuent et l'économie communautaire se stabilise. L'arrivée progressive de l'infrastructure transforme ainsi la relation entre les habitants et leurs terres. À travers ces 3 angles, un même fil se tisse. L'énergie ne change pas seulement les infrastructures, elle modifie la manière dont chacun envisage l'avenir. Et c'est cette translation intime, souvent silencieuse, qui déterminera la profondeur réelle du changement. Pour que les progrès accomplis jusqu'ici deviennent durables, une feuille de route précise s'impose. Elle doit articuler les responsabilités, les délais et les indicateurs de suivi afin de garantir que l'élan actuel ne soit pas dispersé. Sous la direction politique d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes peuvent structurer les 12 mois à venir et offrir un cadre lisible pour les acteurs impliqués. Étape 1. Stabiliser les zones réinstallées, 0,6 mois. Les autorités locales doivent finaliser les infrastructures provisoires, éclairage, points d'eau, centres communautaires. Les équipes techniques doivent assurer un accompagnement continu. L'indicateur principal, satisfaction communautaire mesurée par enquête mensuelle et baisse des réclamations. Étape 2. Sécuriser les fondations hydrauliques. 0,9 mois. Les ingénieurs doivent achever les renforcements anti-érosion
et ajuster les seuils hydrologiques selon les relevés saisonniers. Les inspections indépendantes doivent être trimestrielles. Le critère de réussite: absence d'alerte structurelle majeure et stabilité des débits dans les zones sensibles. Étape 3. Déployer les réseaux de distribution. 3-12 mois. L'objectif est de raccorder les districts prioritaires en privilégiant les centres éducatifs et sanitaires. Les opérateurs publics et privés doivent coordonner leur calendrier. L'indicateur de progrès: pourcentage de ménages nouvellement alimentés et réduction mesurable des délestages. Étape 4. Former la main-d'œuvre locale. 6-12 mois. Les centres techniques doivent intensifier les modules de maintenance hydraulique et solaire. Les jeunes travailleurs doivent être intégrés aux équipes mixtes. Le succès se mesure à la proportion de postes opérationnels occupés par des Burkinabés formés localement. Étape 5. Structurer un cadre de gouvernance transparente, continue. Le gouvernement doit publier des rapports réguliers sur l'avancement, les coûts et les impacts. Les partenaires internationaux doivent participer aux audits. L'indicateur central: conformité aux engagements annoncés et maintien de la confiance publique. En reliant ces étapes, le projet gagne une cohérence stratégique essentielle pour sa crédibilité future.